Je viens de terminer la reconstruction de la M5 Competition, mais maintenant, je suis de retour chez BMW pour l'une des raisons les plus stupides qu'on puisse imaginer. On va voir ce qui se passe. Ma M5 était bon marché, l'une des moins chères au monde. Principalement parce qu'elle a été victime d'un grave accident et qu'elle nécessitait une réparation que seuls des techniciens qualifiés pouvaient effectuer. Mais j'ai quand même essayé. Ah, ouais! Et aujourd'hui, nous devons terminer la M5. Wouhou! La conduire pour la première fois. Voir si c'était toujours pas cher. Est-ce que ça valait le coup? Et ensuite, la ramener chez BMW. Il y a des choses évidentes qui doivent être réparées sur la M5, et d'autres qui ne le sont pas. Et ceci est l'une d'entre elles. Même si j'ai acheté une batterie toute neuve pour la M5, parce que l'autre était déchargée, je dois toujours la faire démarrer avec un pack de batterie. Et je vais vous expliquer pourquoi. La BMW est livrée avec une batterie au lithium qui coûte très cher, et la mienne était complètement déchargée. J'ai donc essayé de la remplacer par une batterie au plomb normale qui coûtait encore 250 livres sterling et qui a fonctionné pendant un petit moment. Ouais! Avant de s'arrêter. Elle devrait démarrer maintenant avec la batterie connectée. Je dis bien normalement. Il n'y a eu aucun problème. Je viens de vérifier les horloges ici. Si je lui donne un tour, l'horloge s'arrête. Elle n'a littéralement pas assez d'énergie pour tourner et elle semble pas charger la batterie. Donc, il est clair que je ne peux pas utiliser une batterie normale, il faut que j'en utilise une autre. Il y a même un défaut d'alimentation sur le tableau de bord. Et bien que j'arrive à la faire sortir de l'atelier, elle ne dure pas longtemps avant de s'éteindre. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que d'en acheter une toute neuve chez BMW pour un peu moins de 642 livres sterling en tout. Maintenant, nous savons tous à quel point les batteries au lithium sont chères. La bonne nouvelle, c'est que les pare-chocs, le capot et les deux ailes avant, ou fender si vous êtes américain, ont été entièrement peints et nous reviendrons sur le prix plus tard. Mais pour l'instant, je dois les monter sur la voiture, qui commencera à ressembler davantage à une M5 après ça. Nous commençons les choses simplement. Nous devons enlever la roue avant pour pouvoir monter l'aile, et maintenant qu'elle a été peinte, elle va donner à la voiture un aspect plus complet. Il y a quelques boulons sur le dessus de l'aile, à l'intérieur de l'aile, et un autre où il faut ouvrir la porte pour y accéder. Sur l'aile côté conducteur, il y a également une bouteille de lave-glace qui se trouve à l'intérieur. Elle contient tout le liquide nécessaire au lavage du pare-brise. Et enfin, les éléments complémentaires de la M5. Et c'est exactement la même chose pour le côté passager. Sauf qu'il n'y a pas de bouteille de lave-glace à l'intérieur. Les deux ailes sont posées. L'étape suivante, qui pourrait s'avérer coûteuse, n'est en fait pas trop difficile. Alors maintenant, est-ce que vous voyez ce câble à l'avant où il y a toutes les fiches différentes à brancher? Eh bien, j'ai enfin trouvé d'où viennent ces fiches. Et le principal problème aurait été que cette voiture soit équipée d'un capteur radar pour le régulateur de vitesse adaptif qui suit la voiture de devant, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Parce que sur le volant, il n'y a pas de bouton ici pour que le régulateur de vitesse adaptatif suive la voiture de devant. Donc, je n'ai pas eu besoin d'acheter le radar. Mais la fiche sur le faisceau est toujours là. Mais je vais vous dire ce que j'ai. J'ai ces deux choses qui sont en fait des aides au stationnement. En gros, c'est ça. Ouais, j'ai enfin pu le mettre. Je couperai le reste. Nous nous sommes alors rendus compte qu'il n'y avait aucune partie du faisceau qui se connectait à ces capteurs d'aide au stationnement. Il semble que finalement, on n'en ait pas besoin. Je pense pas qu'on en ait besoin. Il se peut que je doive les retirer ou les revendre. Je pourrais les laisser en place et perturber le prochain propriétaire qui se demandera pourquoi ils sont pas branchés. On verra bien. Mettons-les en place. J'aurais pu donc économiser de l'argent sur ces capteurs de stationnement. Mais je peux toujours les revendre. La petite chose à installer est la petite caméra qui va entre les grilles. Et après ça, la voiture a besoin d'un capteur de température de l'air ambiant. Le problème étant qu'il y avait deux prises dans lesquelles ce capteur pouvait potentiellement être inséré. Le seul moyen de savoir laquelle était la bonne était que Liam monte dans la voiture. Ouais, ça a fonctionné. Ouais. Sensationnel. Ensuite, on passe aux grilles. Je les ai achetées à bas prix sur eBay, parce qu'elles ne sont pas d'origine, ce sont des copies. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire la différence. Et la dernière pièce du puzzle est le pare-choc avant.
Et on peut vraiment commencer à voir le résultat final. Mais il nous manque la doublure de l'arceau des deux côtés. Il faudra qu'on les commande à BMW. Avec ça, maintenant, on peut voir si les capteurs de stationnement fonctionnent. Parce que s'ils ne fonctionnent pas, on va devoir les remonter. Je mets la marche arrière. Ouais! Ouais. Le bip et la caméra. La caméra est allumée! Non, qu'est-ce qu'il y a? Déchiqueté. T'as déchiqueté ta ceinture en faisant ça. Ah ouais! D'accord. Il pourrait y avoir un problème dont j'ignorais l'existence, mais je pense que je peux m'en sortir. Donc ça et ça font partie de ma courroie auxiliaire. Je me souviens que quand j'ai mis la courroie auxiliaire, il me semblait que la poulie inférieure était un peu déformée. Et quand je l'ai fait fonctionner, tout allait bien, mais j'ai commandé une toute nouvelle poulie. Néanmoins, j'ai mis toute la partie avant de l'installer, pour que tout aille bien. Et maintenant, c'est clairement pas le cas. Alors, peut-être que je devrais la mettre. Leçon apprise, j'aurais dû la changer dès le départ. Parce que maintenant, elle est juste en bas et le ventilateur du radiateur est plutôt dans le chemin. Donc, même s'il y a un espace super serré pour accéder aux 4 boulons, j'ai quand même réussi à l'enlever. À ce stade, j'espère vraiment que c'est bien ça qui est tordu et pas le bout de la manivelle parce que... Waouh, ça a l'air droit mais... je sais pas, mettons la nouvelle. En serrant encore plus fort, j'ai réussi à poser la nouvelle courroie. Et pour vérifier si c'était bien la courroie qui était tordue ou non, j'ai remis en place l'ancienne courroie endommagée. Je me suis assuré que tout était bien en place, j'ai démarré la voiture et tout semblait en ordre. Nous avions juste besoin d'une nouvelle courroie auxiliaire. Ouais, tout a marché. On avait juste besoin d'une nouvelle courroie auxiliaire. Maintenant, on peut continuer avec la voiture. Allez! Une nouvelle courroie auxiliaire est donc commandée ainsi que les revêtements de l'arche avant. Mais en attendant, je peux tout remonter. D'accord. Pendant qu'on s'occupe de la courroie et de tout le reste, essayons de comprendre pourquoi le voyant de l'airbag est toujours allumé. Et ce même si nous avons remplacé tous les airbags. J'espérais qu'il suffirait d'effacer les codes d'erreur. Mais ce n'était pas le cas. L'airbag genou, conducteur, résistance trop faible. Ok, l'airbag genou qui se trouve en dessous. Il y avait un problème avec l'airbag genou et si vous vous souvenez, nous en avons acheté un tout neuf chez BMW dans la vidéo précédente, comme vous pouvez le voir ici. Donc il doit y avoir un problème avec l'airbag genou ou le câblage qui y est relié. J'ai enlevé l'airbag pour les genoux, mais tout avait l'air d'aller bien. Tout comme le câblage qui y était relié. Nous devons maintenant vérifier si l'airbag genou présente des défauts. Le maximum qu'il est censé atteindre est de 5,4 et le minimum est de 1,3 et là on est à 0. L'airbag indiquait donc 0 ohm lorsqu'il était branché et 25 ohms lorsqu'il n'était pas branché. L'airbag était donc en court-circuit lorsqu'il était branché, ce qui indiquait qu'il y avait un problème avec l'airbag. Mais la seule chose que je pouvais faire maintenant était de le remettre en place parce que je voulais que la voiture prenne la route. Et nous essaierions plus tard de le renvoyer à BMW. Il est donc défectueux. Parce qu'il est branché? Ouais, il est défectueux. Il est défectueux. Il semble qu'on doive aller chez BMW demain. Pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses, ouais. Nous sommes maintenant sur le point de remettre la M5 sur la route pour la première fois depuis l'accident. Mais il y a une chose qui n'est pas encore faite, c'est de mettre de l'huile neuve dans la voiture, ce qui va être nécessaire, d'autant plus qu'elle va passer sur le dyno un peu plus tard dans la vidéo. Cette voiture n'a pas non plus d'historique d'entretien. En fait, le seul véritable historique que nous pouvons trouver sur la voiture se trouve sur le car vertical check. Et nous pouvons voir tout de suite qu'il n'y a pas eu de fraude au kilométrage, qu'elle n'a pas été enregistrée comme volée, mais bien sûr qu'elle a été enregistrée comme ayant été accidentée et qu'il n'y a pas de financement en suspens. Ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons voir chaque fois qu'un propriétaire a changé et qu'une plaque d'immatriculation personnelle a été apposée sur la voiture. Il n'y a que 2 relevés de kilométrage indiquant qu'il est inférieur à 10 000 miles, ce qui est correct. Et je peux voir quand la voiture a fait l'objet d'un rapport et de quelle catégorie il s'agit.
Et sur certains rapports, si votre voiture a eu un accident ou a été vendue aux enchères, vous pouvez même voir des photos du site web de vente aux enchères de voitures accidentées, ce qui est très pratique. Alors allez vérifier votre voiture ou une voiture que vous êtes potentiellement sur le point d'acheter en cliquant sur le lien dans la description et utilisez mon code pour bénéficier d'une réduction. Le site fonctionne dans plus de 20 pays différents, d'où ma présence ici actuellement. À la vôtre, car verticale. Les filtres à huile ont été changés et BMW a maintenant livré le reste des bas de caisse ainsi que les revêtements de l'arche avant. Quant à l'airbag genou, c'est une autre histoire que nous aborderons plus tard dans la vidéo. Mais les garnitures de l'arche avant sont maintenant en place et ont l'air très élégantes, tout comme le reste des bas de caisse. La M5 est descendue et on y a mis l'équivalent de 9,5 litres d'huile. Et enfin, le moment qu'on attendait tous, le capot fraîchement peint que Anna est venue m'aider à poser. Ce sera l'une des parties les plus délicates du travail, faire en sorte que le capot et tous les espaces entre les panneaux s'alignent correctement. La meilleure méthode que j'ai trouvée est de laisser le capot détaché, de le fermer sans les loquets et de le contourner jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et voilà, les plastiques du moteur sont en place et ont l'air très élégants. Ça a l'air incroyable. Et ça, ce que vous voyez là, est une BMW M5. C'est une énorme satisfaction. Et en fait, Anna, je vais te laisser mettre ça parce que je sais que t'aimes tellement BMW. Tu vas pouvoir mettre le dernier morceau. Non, je pense pas que tu puisses faire ça. Tu peux le faire. Non. Ouais. Tu l'aimes maintenant? Non. Bah quand même. Je la trouve plutôt cool. Mais... Tout le monde a déjà vu une BMW M5 standard. Et c'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. Mais avant que nous la conduisions, il est temps d'ajouter quelques modifications. Qu'y a-t-il de mieux que l'absence de splitter? Un splitter avant en fibre de carbone, bien sûr. C'est donc exactement ce qu'Anna et moi sommes en train d'installer. Le diffuseur arrière standard noir est pas mal. Mais ce qui est mieux que cela, c'est bien sûr un diffuseur arrière en fibre de carbone. Anna et moi avons donc choisi l'un d'entre eux. De plus, avec le diffuseur en fibre de carbone, il y a de petites protections latérales qui vont avec et qui sont très jolies. L'aileron noir standard est bien. Mais qu'est-ce qui est mieux que l'aileron noir standard? Un aileron en fibre de carbone, bien sûr. Anna et moi allons donc en installer un. Mais il s'est avéré que le ruban adhésif fourni avec l'aileron n'était pas aussi solide que nous le pensions. Alors nous l'avons enlevé et nous avons finalement utilisé du Tiger Seal pour coller l'aileron en fibre de carbone sur le couvercle du coffre. L'entreprise à laquelle j'ai acheté le matériel en carbone ne vendait pas les jupes latérales. J'ai donc fini par les acheter sur eBay. Et, eh bien, voici ce qu'on a reçu. Ça disait carbone sur l'intitulé, mais il ne s'agit clairement pas de carbone, regardez ça. Je sais pas ce que ça donne sur la caméra, mais ce n'est absolument pas du carbone, c'est une sorte de fausse copie de carbone trempée dans l'eau. C'est des faux. Ceci est une véritable escroquerie. On va bien sûr les rendre. Il reste encore du carbone à monter sur la voiture, mais j'avais rendez-vous avec Wheelmania, et je ne pouvais pas les laisser tomber, donc je n'avais pas d'autre choix que de la conduire en l'état. J'ai failli oublier de mettre les plaques d'immatriculation. Merci encore à UMR Plates qui nous aide toujours avec les plaques d'immatriculation. On essaie de le mettre le plus droit possible. Mais ça ira, allons-y. Eh bien, ça fait littéralement 5 secondes que je conduis et j'ai déjà un problème de transmission et je peux pas dépasser les 2000 tours. Cette voiture va être l'une de ces voitures qu'on ne peut pas facilement réparer parce qu'il y a tellement de capteurs dessus. Je sais pas si ça a quelque chose à voir avec le kit d'induction, si ça a quelque chose à voir avec l'échappement, j'en sais rien. Que ça aille bien, ou pas, je suis enfin arrivé à Wheelmania. L'endroit pour toutes les roues. Et les rénovations de roues aussi, bien sûr. Je ne pense pas que les roues d'origine de la M5 soient trop mauvaises, mais il y a vraiment de la place pour l'amélioration, et pour faire en sorte que la voiture ressemble plus à mon image. Eh bien, il me manque une partie. Ma plaque d'immatriculation est tombée.
Ok, c'est peut-être pour ça que ça allait pas bien. J'ai complètement oublié quelle roue j'ai commandé parce que j'ai littéralement commandé ces roues quand j'ai reçu la voiture parce que j'étais tellement excité à l'idée de la réparer. Donc, ce sera la première fois que je les verrai en personne. Ah, c'est celle-là? Ok, elles sont superbes. Il s'agit donc des roues pour la M5, livrées avec une longueur de 21 à l'arrière. 21? Ah, 21, c'est ça. J'ai oublié dans quelle largeur je les avais commandées. Tu sais quoi? Je ne sais pas dans quelle mesure elles vont s'harmoniser avec la couleur de la voiture. Je pense qu'elles seront bien, elles seront fantastiques, ouais, très jolies. Parce que tout le monde va vouloir que je prenne des roues noires, parce qu'elle a déjà des roues noires, mais j'ai assez de roues noires maintenant, alors... Voyons à quoi elles ressemblent. Maintenant que vous avez vu les jantes, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne suis pas sûr qu'elles s'accordent avec le reste de la voiture, mais dans le pire des cas, je peux les faire remettre à neuf ici. Lorsqu'on essaye de trouver des roues adaptées, quel est le processus à suivre pour obtenir une adaptation parfaite? Il suffit de m'envoyer un message personnel pour que je m'occupe de tout, sans espace. On n'a qu'à envoyer le numéro à WhatsApp. Ouais, c'est ça, le numéro. Et Georges a raison. Je vais chez Wheelmania depuis des années maintenant, et ils ont toujours un montage parfait. C'est une véritable entreprise familiale qui prend vraiment soin de tous ses clients. Et si vous avez besoin d'alliage pour votre voiture, j'ai laissé leur numéro WhatsApp dans la description ci-dessous. N'hésitez vraiment pas à les appeler. Mais maintenant, les roues ont été montées. Vous savez quoi? Je pense qu'on peut lui donner une note de 10 sur 10. J'aurais jamais choisi cette couleur, mais je ne veux pas vous la montrer tout de suite. Je dois finir cette voiture avec tous ses défauts électriques et autres. Et en plus, il y a encore du carbone à enlever, alors revenons à l'atelier. Donc, première conduite intéressante de la BMW en dessous des 2000 tours. Mais j'ai fait quelques recherches et je pense savoir pourquoi. Mais avant d'en arriver là, nous avons encore des choses à installer et d'autres choses à réparer. Cette partie de la colonne de direction, qui devrait bouger d'avant en arrière et de haut en bas, ne fonctionne pas vraiment. Oh, parfois ça marche. Et parfois ça ne marche pas, mais c'est le moment idéal pour moi. Non seulement de la changer, parce qu'il y en a une qui a été livrée avec le tableau de bord et que je n'ai pas encore installé, mais aussi parce que je dois faire une autre modification. La première étape consiste à débrancher la batterie, car nous allons retirer l'airbag du volant. Et une fois que l'airbag du volant est retiré, nous pouvons desserrer le boulon qui maintient le volant sur la colonne de direction. Une fois ce boulon enlevé, je peux accéder au panneau inférieur qui se trouve sous le volant et qui contient tous ses interrupteurs, ainsi que l'interrupteur de réglage défectueux. Je peux maintenant l'enlever et le remplacer par le bon. Enfin, j'espère que c'est le bon. Une fois le commutateur installé, nous pouvons passer à la modification suivante, proposée par Premium Bespoke AutoWorks. Mais pour installer cette modification, je dois complètement démonter le volant de série, afin de pouvoir l'installer sur le tout nouveau volant en fibre de carbone. Cela va être très beau. Et j'ai entièrement personnalisé ce véhicule à mon goût. Il ne reste plus qu'à le remonter sur la voiture et à tout faire en sens inverse. Et voilà, un volant en carbone avec une ligne centrale en bronze pour correspondre au bronze sur l'avant de la voiture que j'ai fait derrière les grilles et les coutures bleues et rouges pour correspondre aux coutures bleues et rouges qui sont sur les ceintures de sécurité de la voiture aussi. J'ai vraiment réfléchi à cette question. Alors, est-ce que ça marche? Oui! Maintenant, ça marche! Le volant en carbone a fière allure. Mais pour l'instant, je veux résoudre la question de savoir pourquoi cette voiture est en mode limp et ne me laisse pas dépasser les 2000 tours. On est parti. La raison pour laquelle la voiture est en mode limp est que j'ai retiré les filtres OPF de l'échappement, qui ne sont pas testés au Royaume-Uni. Mais cela devrait nous donner plus de puissance quand nous la réglerons, et quand nous la réglerons, elle ne devrait plus être en mode limp. Elle va être très bruyante. Pour mettre cette théorie à l'épreuve, j'ai amené la M5 chez Mallory Performance, et j'espère qu'après la mise au point, nous pourrons libérer une grande puissance. On est presque prêt. 618 freins.
C'est ce qu'on recherche? Ouais, environ 117. Ok, on en est à 118. Même si la voiture était en mode limp, nous avons essayé de faire un essai au banc juste avant de la régler. Nous recherchons 617 bhp. Lors du premier essai, nous avons obtenu 468 bhp et une chute complète du régime, bien entendu, à cause du mode limp. Maintenant, Phil va régler tout ça et faire savoir à l'ordinateur de la voiture que j'ai enlevé les filtres OPF. Ce qui devrait nous donner plus de puissance. Ça va être bruyant. « 708 chevaux en tout. Et 801 newtons mètres de couple. C'est de la folie, et c'est juste pour la carte de base. Tu penses qu'elle peut aller plus vite? Probablement. Probablement. Nous avions déjà de très bons résultats, mais Phil était déterminé à en faire plus. Et voilà. Elle va être plus rapide? Faut qu'on réessaye. On réessaye? 720. Oh! 720 chevaux, j'arrive pas à y croire. Ça nous fait en tout 104 chevaux de plus que le stock. 720 chevaux et 802 Nm de couple. C'est simplement de la folie. Il y a un lien vers la chaîne YouTube de Phil ci-dessous. Allez y jeter un coup d'œil si vous voulez voir plus de puissance. À quoi ça ressemble? Ah, c'est tellement fort! Oh mon Dieu! C'est complètement fou! 720 chevaux. C'est fou! Mais qu'est-ce que ça donne sur la route? On dirait que ça va être une sacrée première conduite, parce que il me semble qu'il va commencer à pleuvoir. Et vous allez pouvoir voir la voiture dans son intégralité. Et ceci, pour la toute première fois. C'est parti! Voici ce qui m'a poussé à construire cette voiture. Toutes les heures qu'on y a dédiées en ont valu la peine. Wow. Donc, le prix. Tout, est-ce que ça en valait la peine? Il nous reste encore 1200 livres sterling à payer. Et nous n'avons pas compté les pièces d'amélioration ou quoi que ce soit d'autre, parce que de nombreuses entreprises nous ont aidés. Merci à toutes les entreprises qui nous ont aidés avec ces pièces d'amélioration. Et n'oubliez pas que Sytner nous a beaucoup aidé avec notre code spécial MAT15, que vous pouvez tous utiliser dans la description pour les pièces d'origine BMW. Ce qui porte le coût total de la construction à 41 415 livres sterling. Attendez, je n'ai pas ajouté la peinture, 1250 livres sterling, ce qui porte le coût total de la construction à 42 665 livres sterling, soit un peu plus de 10 000 livres sterling. Et je pense que sans l'aide de partenaires, on n'y serait jamais arrivé. Et la BMW M5 compétition la moins chère qui n'a pas été accidentée auparavant, avec 3 fois plus de kilométrage, est de 50 499 livres sterling. Alors peut-être qu'on ne s'est pas si mal débrouillé que ça après tout. La question est de savoir si ça en valait la peine. En ce qui me concerne, je pense que oui, j'ai reconstruit une voiture et j'en ai appris beaucoup. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et maintenant, nous voilà de retour chez BMW, et ce pour la raison la plus stupide qui soit. Écoutez bien,
Vous vous souvenez que j'ai dit plus tôt dans la vidéo que j'avais un problème avec le système de retenue. Les airbags. L'airbag pour les genoux qui se trouve en dessous. Quand je suis allé chercher les pièces chez BMW, j'ai ramené l'airbag pour les genoux. Et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me le rendre s'il n'était pas sur la voiture. Je le ramène donc maintenant, avec l'airbag connecté à la voiture et tout connecté parce que leur technicien doit le tester pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un airbag défectueux pour qu'on puisse le renvoyer et l'échanger également. Et aussi, puisqu'on est là, je pense que c'est une bonne occasion pour faire vérifier l'état de santé de la M5 et voir si toutes les réparations sont en quelque sorte légal ou non. Mais nous n'allons pas le faire dans cette vidéo malheureusement, mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et appuyez sur le bouton like et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Donc c'est défectueux. Ça doit pas être là, ça doit pas être là, ça doit pas être là, et ça doit pas être là. Donc c'est un airbag défectueux. Like a drug that I just can't deny.